Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez l'échiquier international qui poursuit sa couverture continue du génocide à Gaza. Et à moins d'une semaine du début du mois de Ramadan, les regards sont tournés vers la Palestine occupée, particulièrement vers Gaza, qui subit depuis 5 mois maintenant une offensive génocidaire sioniste et une famine qui risque de se généraliser. Les organismes onusiens lancent ou tirent la sonnette d'alarme et alertent sur la situation sur place. Pour le moment, les peuples du monde entier espèrent voir un jour l'édification de l'État palestinien en terre palestinienne, alors que les États-Unis semblent tabler sur un cessez-le-feu le temps du mois sacré de Ramadan. Et justement, pour tenter de comprendre ce jeu américain, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Riyad Sidawi, directeur au Centre arabe de recherche, d'analyse politique et sociale. Bonsoir, Monsieur Sidawi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, Monsieur Sidawi, sans plus attendre, on entame directement notre sujet. Les Américains préconisent un cessez-le-feu de 6 semaines. C'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden au Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant que la situation, je cite, risque de s'aggraver. Quelle lecture faites-vous, Monsieur Sidawi, de ces affirmations ou de ces déclarations? Je pense que les Américains ne veulent pas une trêve, un cessez-le-feu final, définitive, mais ils veulent une trêve. Parce qu'ils rejoignent le gouvernement israélien dans la mesure où ils veulent ce qu'ils appellent éradiquer le Hamas, tout en oubliant, en faisant semblant que d'autres formes de résistance militaire, d'autres organisations n'existent plus. À leur tête, Sarah el-Quds, qui appartient au djihad islami, ou les brigades d'Abu Ali Mustafa, qui appartient au Front populaire de la libération de Palestine. Donc, c'est la stratégie américaine. On veut une petite trêve qui dure 1 mois ou 6 semaines, et puis on libère les prisonniers de guerre, les prisonniers israéliens. Ça, c'est l'objectif principal de Netanyahou ou de Joe Biden. Après qu'on libère ces prisonniers, évidemment, là, on pourrait écraser tout le Gaza, on pourrait écraser le Hamas et Sarah el-Quds, ou les brigades d'Abu Ali Mustafa, bref, toute forme de résistance armée. C'est ça l'objectif, c'est clair. La résistance palestinienne, évidemment, elle est intelligente, elle n'est pas dupe, a répondu non, nous voulons tout d'abord un cessez-le-feu final, définitif, puis le retrait des troupes israéliennes de toute Gaza, et puis le retour des réfugiés, le retour des exilés ou des émigrés à l'intérieur de Gaza, vers le nord. Donc, 2 approches totalement différentes. Une approche qui ne cherche que l'intérêt du gouvernement israélien, ça veut dire libérer ou faire échanger les prisonniers israéliens. Et l'autre approche de la résistance, c'est arrêter un cessez-le-feu final. Est-ce que c'est le fait que les Américains aient fait jouer leur droit de veto au Conseil de sécurité pour empêcher tout cessez-le-feu qui vous fait dire cela, Monsieur Sidawi? Absolument. Malheureusement, nous sommes habitués que les États-Unis d'Amérique ont toujours soutenu inconditionnellement Israël au sein du Conseil de sécurité. Chaque fois il y a une résolution, bref, ça heurte le veto américain. Le dernier veto, c'est contre une résolution algérienne, un projet de résolution algérien qui a heurté le veto américain. D'ailleurs, les 14 membres du Conseil de sécurité n'ont pas voté non, uniquement les États-Unis d'Amérique, même la Grande-Bretagne s'est abstenu, a voté ni pour ni contre. La France a voté pour la résolution algérienne et évidemment la Chine et la Russie et les 9 restes des membres non permanents au sein du Conseil de sécurité. Avant la résolution algérienne, il y avait la résolution russe. Aussi la même chose, a été bloquée par le veto américain. Heureusement que les Américains aussi ont présenté leur résolution, mais cette fois-ci, c'était le double veto de la Chine populaire et de la Russie qui ont bloqué la résolution américaine parce que c'est une résolution qui vise la résistance, qui accuse la résistance évidemment et donne l'image d'un Israël victime de cette
résistance. Malheureusement, on n'attend pas grand-chose des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, ça, c'est au plan diplomatique, mais dans les faits, les Américains sont entrés dans la guerre en bombardant Sanaa ou Saada, le port de Hodeïda au Yémen, ou en bombardant des bases militaires en Syrie ou en Irak. Les États-Unis d'Amérique sont entrés en guerre à côté d'Israël. Donc, ils ne peuvent pas être un arbitre, ils ne peuvent pas être ni juge ni arbitre afin de donner leur avis. Donc, les Américains, ils ont d'ailleurs depuis longtemps choisi le camp israélien. Finalement, M. Sidaoui, que signifie un cessez-le-feu et une trêve? Un point pédagogique, me semble, s'impose à nous. Une trêve, c'est dans une période bien limitée dans le temps. On parle de 6 semaines maintenant. Et après, Israël reprend la guerre, reprend la guerre, il recommence à détruire, à bombarder tout en Gaza. Rappelons-le, Israël a bombardé 3 églises historiques, l'une qui date depuis plus que 1000 ans, a bombardé, détruit plus que 300 mosquées à Gaza. Presque toutes les écoles et les universités, les hôpitaux aussi n'ont pas été épargnés par les bombardements Israël. Donc là, c'est une trêve juste pendant 6 semaines et après Israël recommence. Alors, cessez-le-feu, c'est arrêté totalement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre, peut-être dans 5, 6, 10 ans. Hein. Déjà, il y a eu la guerre de 2009, 2014, mais pour le moment, un cessez-le-feu est totalement différent, évidemment, d'une trêve. Les Américains et les Israéliens veulent une trêve. Comme je dis, leur objectif principal, c'est l'échange des prisonniers, libérer les prisonniers israéliens. Alors, parce que les prisonniers israéliens, c'est une carte très, très précieuse dans la main de la résistance palestinienne, alors que la résistance veut un cessez-le-feu afin de sauver la population palestinienne qui souffre énormément, pas uniquement des bombardements, mais aujourd'hui de la famine. Et justement, M. Sidaoui, dans la projection d'un scénario catastrophique, que pourrait-il se passer s'il n'y a pas de cessez-le-feu dans les prochains jours, avec, comme on l'a dit en introduction, le Ramadan qui est à quelques jours, justement? Les Américains et les Israéliens, ils ont peur du Ramadan parce que le Ramadan en islam, c'est le mois du djihad. Djihad al-nafs, ça veut dire contre soi et contre l'ennemi. Donc, ils ont peur que le mois de Ramadan soit une popularisation mondiale à l'échelle, au moins à l'échelle arabe et à l'échelle musulmane. Plus qu'1,5 milliard de musulmans, plus que 400 millions d'Arabes, ils vont se mobiliser. Et peut-être, ce qui inquiète beaucoup les États-Unis d'Amérique ou le gouvernement israélien, c'est la Cisjordanie, parce que la Cisjordanie ne peut pas rester immobile pendant longtemps, pour l'éternité. Non, ça commence à bouger. Nous savons bien qu'il y a 60 000 policiers palestiniens dans la Cisjordanie, bien armés, bien équipés, évidemment, et surtout ce qui se passe au sud du Liban. Aujourd'hui, le Hezbollah frappe de plus en plus fort. Les Américains et les Israéliens craignent une guerre totale dans la participation de la Cisjordanie, le Hezbollah, et surtout la mobilisation du monde musulman et la mobilisation du monde arabe, puisque, comme j'ai dit, Ramadan, c'est le mois du djihad sacré. Cette fois-ci, c'est le vrai djihad. Ce n'est pas le djihad contre l'armée arabe syrienne ou contre l'armée syrienne. Rappelons-le, les cheikhs mercenaires, malheureusement, qui ont décrété des fatwas afin de faire la guerre et le djihad en 2012, au Caire, contre qui? Contre l'armée arabe syrienne, qui aide et qui soutient la résistance palestinienne. Aujourd'hui, on ne les voit pas beaucoup, évidemment, sur les écrans, mais les Américains ont peur de l'opinion publique musulmane et arabe. Chaque année, M. Sidaoui, le mois de Ramadan, l'entité sioniste double sa violence. On se souvient tous de ce qui s'est passé à Jérusalem, occuper les événements de Sheikh Jarrah. Pourquoi est-ce que, ou encore empêcher les musulmans de la Cisjordanie, occupés de faire leurs prières dans la mosquée sacrée d'El-Quds? Pourquoi est-ce que, justement, jusque-là, pendant le mois de Ramadan, l'entité sioniste a toujours redoublé de violence et doublé d'offensives pendant ce mois? Parce qu'il faut le souligner, nous sommes face à un gouvernement fasciste d'extrême droite. C'est un gouvernement fasciste d'extrême droite, un ministre qui appelle l'armée israélienne à lancer une bombe atomique nucléaire contre Gaza, donc éradiquer toute la population à Gaza une fois pour toutes.
L'autre, elle les considère comme des animaux, pas des êtres humains. Et l'expression des animaux sous-humains, c'était l'expression aussi de Hitler et du nazisme et du fascisme, parce qu'ils considèrent leurs ennemis comme non pas des êtres humains, mais des animaux. Donc, nous sommes face à un gouvernement fasciste, nazi, qui vit grâce à la haine, qui vit par la haine et avec un discours totalement nazi, totalement fasciste. Et ça continue, c'est un enjeu électoral à l'intérieur d'Israël. Apparemment, la gauche israélienne est très faible depuis presque plus qu'une décennie. Donc, l'alternative, c'est l'extrême droite. L'analyse du discours de Ben-Gvir, ministre israélien de la police, de la sécurité, mais il appelait à tuer les Arabes, massacrer les Palestiniens, massacrer les Arabes. Et on a ces discours. Donc, nous sommes face à un gouvernement fasciste, nazi, qui ne respecte pas les droits de l'homme. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense, il y a un consensus mondial qui accuse ce gouvernement de nazisme et de fascisme. Les propos de monsieur le secrétaire général de l'ONU sont clairs. Ce qui s'est passé dans la Cour internationale de la justice aussi, l'UNICEF, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Rapports sans frontières, et Médecins sans frontières, bref, les sociétés civiles, tout le monde sait aujourd'hui qu'Israël est en train de pratiquer un génocide contre la population palestinienne. Heureusement, il y a des peuples libres en Europe ou aux États-Unis d'Amérique ou dans le monde entier et surtout en Amérique latine qui se manifestent et qui insistent sur le fait qu'il y a un génocide contre le peuple palestinien. Justement, vous avez parlé, Monsieur Sidaoui, d'élections d'élections au sein même de l'antitétionnisme, mais une autre échéance électorale est attendue, celle des Amériques, celle des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, ce scrutin fait que Joe Biden semble changer de fusil d'épaule concernant la question palestinienne ou encore la mobilisation populaire, craignant de voir une escalade de la mobilisation des citoyens américains en faveur de la Palestine? Évidemment, Joe Biden a perdu beaucoup de points, notamment au sein de ses partisans, ou au sein du Parti démocrate, parce que dans le Parti démocrate, il y a une aile gauche, il y a une aile militante de gauche, et cette aile refuse totalement le massacre israélien contre le peuple palestinien. D'ailleurs, l'association des politologues américains et 1200 politologues américains, y compris le président de l'association des politologues américains, ont envoyé une lettre à Joe Biden afin qu'il ordonne Israël d'arrêter le massacre contre le peuple palestinien, parce que c'est injuste, parce que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous donner des leçons de droits de l'homme, nous donner des leçons de démocratie. Non, tout est fini à Gaza. Gaza a dévoilé toute l'hypocrisie. Donc, Joe Biden est en train de perdre beaucoup au sein de ses partisans. Mais moi, je pense que finalement, aux États-Unis d'Amérique, les présidents n'ont pas une marge comme en Corée. Non, il y a l'establishment. L'establishment, c'est le Pentagone, l'armée américaine, le ministère de la Défense. C'est l'establishment des affaires étrangères, la CIA, l'FBI, etc. Et le lobby sioniste qui est assez puissant aux États-Unis d'Amérique, et d'ailleurs qui finance les deux partis. Le lobby sioniste finance le Parti démocrate et finance aussi le Parti républicain. Aujourd'hui, on sait bien que ça sera entre deux candidats, Joe Biden et Donald Trump. Donald Trump, c'est une personnalité énigmatique, évidemment. Donald Trump parle toujours de la puissance américaine, mais en fait, il n'est pas un homme de guerre. Il n'aime pas les guerres. Ce qu'on a vu, c'est lui qui a arrêté la guerre américaine en Afghanistan, arrêté les troupes. Il n'a pas réagi militairement d'une manière spectaculaire contre l'attaque des missiles iraniennes sur la base militaire américaine en Irak, Ain al-Assad. Donc, c'est un monsieur qui parlait toujours des États-Unis d'Amérique forte, mais qui n'est pas vraiment un homme de guerre ou enthousiaste pour les guerres. Je pense que Joe Biden a beaucoup perdu au sein des démocrates américains et on va voir le résultat des élections. D'ailleurs, il faut vous dire, 6 sur 10, il y a eu un sondage américain
qui parlait que 6 Américains sur 10, ça veut dire 60%, croyaient que les facultés mentales, que ce soit de Joe Biden ou Donald Trump, ne sont pas bonnes et que l'Amérique vraiment sera dirigée par des hommes d'État qui ne sont pas en forme, si vous voulez, qui ne sont pas en forme mentalement. Justement, mais on parle là des élections américaines et du rôle de la Palestine dans ces élections. Vous l'avez dit à l'instant, Trump qui est l'homme de l'America First et de l'Amérique qui revient à ses origines. Mais Trump, c'est aussi l'homme des accords d'Abraham. C'est aussi l'homme qui a transféré la capitale de l'entité sioniste à l'encontre de l'opinion internationale. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'opinion publique américaine n'est pas prise au piège lors de ces élections ? Et des lobbies sionistes surtout qui sont derrière l'establishment américain, comme vous le dites. Oui, moi je pense qu'il il faut pas avoir beaucoup d'espoir. Hein. Ça veut dire le changement du président américain, ça va pas dire qu'il y aura un changement radical de la politique américaine vis-à-vis du monde. Moi je pense que la différence c'est le discours. Hein. Donald Trump n'est pas hypocrite. Hein. Il peut dévoiler quand il dit à certains pays arabes ou des pays même européens, vous devez payer contre la protection des États-Unis d'Amérique. Nous savons bien que ces pays payent déjà, hein, mais lui il le dit publiquement. Mais donc il faut pas attendre vraiment ou espérer qu'il y aura un changement radical de la politique américaine vis-à-vis du monde arabe, vis-à-vis d'Assa ou vis-à-vis d'Israël. Donc il n'y aura pas un miracle, à mon avis, il n'y aura pas un miracle. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais comme j'ai dit toujours, il y a l'establishment américain, les technocrates, il y a l'oligarchie américaine qui règne, et l'oligarchie américaine, on a vu, elle n'a pas aimé Donald Trump, pendant les dernières élections, et Donald Trump peut-être parce que lui-même il est milliardaire, et surtout c'est l'hypocrisie. Donald Trump casse l'hypocrisie, donc casse le visage, si vous voulez, d'une force démocratique, etc. Il ne parle que des fric, de force, et vous devez payer pour notre protection. Pardon. Très bien, merci Monsieur Sidaoui et merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous retrouve dans un court instant. Sujet non moins d'actualité ces derniers jours sur les réseaux sociaux. De nombreux sites d'information ont largement relayé l'information de l'annonce de l'ouverture d'un bureau de la représentation de la République du Rif en Algérie, région située au nord du Maroc. Durant la cérémonie d'ouverture, le drapeau de la République du Rif a été hissé dans ses bureaux à Alger. L'hymne du Rif a été joué. Le site d'information Algérie 24 a présenté les témoignages d'un groupe de Rifins et membres du Conseil national rifin venus tout droit du Rif pour participer à cet événement qu'ils considèrent comme historique. C'est avec une grande tristesse qu'ils se sont exprimés à propos des répercussions et des percussions et des tortures dont sont victimes leurs frères vivant au Maroc, affirmant qu'il n'y a pas de vie sous l'occupation marocaine. Ces militants ont préféré ne pas révéler leur identité pour ne pas risquer des représailles telles que des arrestations ou la torture, les autorités marocaines ayant pour habitude de recourir à de tels procédés. Les activistes rifins ont souvent été réprimés en raison de leurs revendications et de leur appel à l'instauration à la République du Rif proclamée dans la ville d'Ejdir en 1921 et dirigée par Abdelkrim Al-Khattabi, surnommé le lion du Rif. السلام عليكم. اولا العريفي ماشي مرابين مني يجيني يعني يوم في سقان أصير بزيارة في غار الجزائر نحضر يعني جيجن العيد نعرف يعني العيد تاريخي
يعني نش يمنن يعني بلا الاستقلال اللي يعرف وغادي نوجد الحياة الاحتلال الأمراضي. التواريخ باش تقان من غيقيم الاحتلال الأمراضي شي يلقى يعني بطريقة مباشرة غير مباشرة وكيدس بو يمشي سقان ينث التعايش نخ الحياة النظام الأمراضي. أما السؤال ويسنايم باش سقان من يجي هذا صدق شمانية تيبقلي بالنسبة ليولي في أي عارف يمشي سقان يدير حوايجين إذا في خمس لبدا غير حبس باش سقان يعني من خوايج كيشا خمس ديال حبس باش سقان إذن تيبقلي يخسر من الزيكون عارفين هذيك الاستيكولية ومشي شنو يخدع غاوري معاودين إذا باش سقان التواريخ الرعيدة وقشتوز ما أضيع الفرصة النص والفرصة التاريخية اللي يعرف ديري فيه. الاضطهاد يتعيش الشعب فيه يتعيش في الحكرة زي نهار يوث أو علوية ديال الريف اللي في اسبانيا وعلوية زي نهار تعيش تعيش التعذيب، التهجير، القتل، السجون، الاعتقالات بالجملة. خير على ذلك النهار كان حراك الريف تعقل 1000 وشي حاجة ويقول أرقام مؤكدة تعقلنيات مثلا مرة وعلى بنتن بالاغتصاب ونشي كي يساوي ذومات رنش تعدلوها كيسن رنش تعقلها كيسن رنش عند بنية نش كناية فوت نش كناية تيارة مثلا غير جنديري فين يسنن قسنو ميقان تيارة سنو ميقان بارويتا سنو ميقان تاك تباشن فوز جيف غاتك تني تباشن الله يجاشي باركة ولد نكتار تاك تني تباشن ديك ماسك في الطاول نزلو بوزي عقل سبوهري بنادم شو سير دار الجزائر فحط كيف ما أميكو سبروبا من غدا كيسن ديني تدير يجمعوها سبحان عجباي الحال تولي لقيت الحرية أخلي جهة الحرية من جهة الحرية والعقل وقت غير عقل غير نش سد عقل غير أكل غير ميرساليك وعلويك لنهار عقل نش ميسي تكير سد عقل غير والسلام عليكم. بالنسبة للاغتيالات راه كاينين بزاف إلا جيت نعاود الاغتيالات راه مغنتقاطعش غنبقى نعاود من هنا حتى الغدا فحال غادي نقول على 58 59 واخا ما نعقلش عليها انا ولكن كنسمع الوالدين اش كيعاودو كنسمع الجيران وكنسمع الناس ديال المنطقة باش كيعاودو على شنو طرا فيهم شنو واقع فيهم في 58 59 وديك الشيء اللي عثرت عليه انا شخصيا فحال 2011 النهار اللي تقتلوا في مخفر الشرطة 5 ديال الشهداء وداروا بهم واحد السينما جابوهم من البنك الشعبي وحرقوهم داروا راسهم حرقوهم. كيفاش الناس دخلوا زعما يسرقوا وهما مجموعين ما يمكنش. المهم وجات مور 2011 جا الحراك نتاع محسن فكري نهار اللي تطحن في الكاميون نتاع النفايات وزيد من موراه قتلوا عماد العتابي بالرصاص نتاع البوليس والعسكر ولا العرب ومن موراه ولا قدامه كريم الشقار وريفينوكس اللي قطعوه اجزاء طروفه. ايوا هادشي اللي خلاني انا باش نحقد على ديك المخزن الخبيث. فوالا
صافي ما نقدرش دابا فكرتيني في هذا الشيء اللي شفت، في هذا الشيء اللي عشت فيه. ملي كنتفكر ما كنكونش هو هذاك، ما كنكونش مرتاح نفسيا. حافظ الشعب الريفي دائما على استقلاله على ضوء التاريخ، وحاول ببساطة أن يحقق هذا المنتهى بكل ما أوتي من قوة. ورغم الظلم والجبروت الذي نعاني منه اليوم، ستبزغ شمس الحرية والاستقلال وتعم أرض الريف الطاهر. الاستقلال بالنسبة للإنسان الريفي هي ليست فكرة، هي طبيعة إنسانية. الإنسان الريفي دائما يرفض الحكم ويرفض الاستعمار ويحب الحرية. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales et je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur Al24 News.